Je vous propose de démarrer. Merci à toutes celles et tous ceux qui sont présents ce midi pour le 8e Flash CFHF. Ces flashs ont pour vocation de faire connaître le programme Construire au futur, habiter le futur, et plus largement de faire connaître des solutions innovantes franciliennes au service de la transition. Et merci aujourd'hui à l'Efficacity d'avoir accepté de participer à ce caucus. Et sans plus tarder, je passe la parole à Michel Salem-Servanet pour introduire la présentation d'Efficacity. J'en profite pour vous saluer, Monsieur Fournier. Je suis Michel Salem-Servanet et je crois qu'on ne s'était jamais croisés. Non, effectivement. Moi, je vous avais croisé dans des événements organisés par vous. C'est très bien. Si vous venez à des événements organisés, il faut que vous veniez le 13 juin. Je vais le mettre dans mon agenda. Voilà, à 18h à Paris. Mais j'en dirai un petit mot parce que c'est un peu lié à ce que va présenter Mao, puisqu'en fait, on lance l'Observatoire national sur la performance carbone des projets d'aménagement, donc avec l'ADEME et la DGALN et avec l'autorité environnementale, qui est basée sur la méthode et l'outil UrbanPrint qu'on a mis au point pour l'ADEME, que Mao a présenté, qui est un événement quand même assez structurant dans le paysage de l'aménagement bas carbone. Voilà, le 13 juin, 18h. Alors, merci beaucoup Stéphane et merci à la région d'organiser ce temps de présentation et d'échange. Donc, je suis le DG d'Efficacity. Donc, quelques mots sur ce que nous faisons et ensuite je laisserai la parole à mes deux collègues qui vont vous présenter deux projets et deux outils d'aide à la décision finalement qui sont en train de se déployer au niveau national et qui peuvent intéresser les partenaires du consortium. Du coup, Efficacity en deux mots, parce que vous nous connaissez, puisque nous accompagnons depuis des années construire au futur, habiter au futur, dans le cadre de travail d'évaluation. Donc, nous sommes un institut de R&D et d'innovation dédié à la transition énergétique et bas carbone des villes. On a été créé par l'État il y a 10 ans. On vous invite à notre anniversaire d'ailleurs, ça sera en septembre. Et on a comme tutelle, on va dire, le ministère de la Transition écologique. On travaille évidemment en lien très étroit avec l'ADEME et le SGPE. Et notre mission, c'est de développer, d'expérimenter et de déployer à grande échelle des outils d'aide à la décision pour les acteurs territoriaux, donc c'est-à-dire les collectivités, les aménageurs et tous les acteurs qui les aident dans l'accélération de la transformation bas carbone de leur territoire. Donc ces acteurs, ce sont des ingénieries, des entreprises de l'énergie, des services urbains, etc. Donc notre rôle, vous voyez, c'est de développer des outils d'aide à la décision. On ne développe pas des solutions technologiques, mais c'est très important de prendre les bonnes décisions, de choisir finalement entre les différentes solutions technologiques qui sont disponibles pour les collectivités, faire les bons choix pour accélérer la décarbonation des villes. Les villes, c'est 2/3 des émissions de gaz à effet de serre de la France, comme dans beaucoup de pays urbanisés. Donc, vous voyez, c'est l'essentiel du problème, finalement, est sur les territoires. Et donc, il ne faut pas juste mettre plus d'argent, il faut mettre beaucoup plus de milliards, bien sûr, pour accélérer la décarbonation des villes, mais il faut aussi permettre aux acteurs de prendre les bonnes décisions. Et on fait ça à 2 échelles, je finirai par ça, parce qu'en fait, ça se joue à l'échelle des quartiers, à l'échelle de l'aménagement urbain. Il y a une feuille de route ministérielle, comment décarboner l'aménagement urbain, on est un des acteurs, et puis on le fait aussi à l'échelle des villes, des EPCI et des collectivités. Donc, je donne juste 2 exemples qui vont être repris par mes collègues. Donc, on a développé pour le compte de l'ADEME et du ministère la méthode et l'outil de référence aujourd'hui pour faire le bilan carbone des projets d'aménagement. Donc, ça, c'est vraiment pour décarboner les projets d'aménagement. Il faut mesurer l'impact carbone, c'est évident, et c'est ça qui va permettre, en quelques mois, de mettre en place l'Observatoire national de la performance carbone des projets d'aménagement. Donc, je vous donne l'information qu'il y a un événement de lancement de cet Observatoire national avec l'ADEME et la DGALN ainsi que l'autorité environnementale le 13 juin à 18h à Paris dans les locaux du CSTB. Nous faisons tout ça avec le CSTB. Donc, voilà un exemple d'outil d'aide à la décision à l'échelle quartier. Et puis, l'autre exemple qui sera développé par Rémi cette fois, donc à l'échelle plutôt d'une ville, notamment d'un patrimoine bâti, c'est tout un travail qu'on fait sur la connaissance du fonctionnement énergétique en fait, du tertiaire, des bâtiments et équipements publics. Voilà, et évidemment, c'est une priorité pour toutes les communes qui ont à la fois des ambitions de réduction des consommations d'énergie, mais aussi via le décret tertiaire. Et la question, c'est comment faire. Et donc, on a développé un outil qui est dédié à ça, qui s'appelle PowerDis, qui est un outil de simulation qui permet, de façon très précise, d'optimiser les scénarios de rénovation des bâtiments et équipements publics. Et on a un très gros travail de base de connaissances, parce qu'on est
est moins bon sur le tertiaire que sur le résidentiel, hein, sur cette compréhension du fonctionnement énergétique des bâtiments. Et Rémi va vous expliquer au travers d'un projet comment on arrive à le faire, un projet qui s'appelle Déméter. Et je termine juste en disant que tout ce qu'on fait en tant qu'institut de R&D et d'innovation est très tourné vers l'opérationnel. Ce n'est pas un institut de recherche, on est vraiment un institut d'innovation. Donc Mao va vous présenter Urban Prix, vous verrez que c'est déployé presque sur une centaine de projets aujourd'hui. Et puis sur ce que va présenter Rémi, hein, comment optimiser la rénovation énergétique du tertiaire, on l'a déployé de façon très importante aujourd'hui sur une collectivité, Noisy-le-Grand, que vous connaissez, voilà, sur tout son patrimoine, et c'est quelque chose qui est reproductible. Mon mot de la fin quand même, c'est que j'ai dit qu'on développe des outils, mais on les expérimente aussi. On les expérimente et, avant de les déployer. Et la façon de les expérimenter, c'est de le faire avec des territoires pilotes. Dans toute la France, hein, on a une dizaine de territoires et des collectivités ou d'aménageurs pilotes. Et je précise juste qu'on pourrait en avoir un peu plus en Île-de-France, on en a finalement moins que dans d'autres régions. Et je précise que cette expérimentation, bien évidemment, elle est accompagnée financièrement par l'État, hein, puisqu'il y a un cofinancement, hein, qui passe par Efficacity, c'est le financement du PIA, qui permet finalement d'aider à financer ces expérimentations. Et c'est en expérimentant sur le terrain qu'on développe des outils pertinents qui vont vraiment aider les territoires à se décarboner. Voilà, on n'est pas du tout hors sol, on est vraiment très ancré, et c'est les deux exemples que vous allez avoir tout de suite. Donc je laisse, je ne sais plus dans quel ordre, donc voilà, Rémi pour vous décrire la façon dont on peut décarboner finalement un patrimoine public via la connaissance du fonctionnement énergétique du tertiaire qu'on a amélioré fortement, et Mao sur le bilan carbone des projets d'aménagement. Merci Michel de cette introduction et d'avoir resitué Efficacity dans l'écosystème. Et donc le lien d'inscription est dans les commentaires. Tout le monde voit bien la présentation? Impeccable. Oui. Impeccable, c'est parfait. Parfait pour moi, merci. C'est parfait. On peut commencer. Donc déjà, merci pour l'invitation. Moi, je vais donc vous parler du projet Déméter, qui a pour objectif donc de placer la science des données au cœur de la transition écologique et de redéfinir donc la connaissance des profils de consommation des bâtiments tertiaires. Donc derrière ces phrases accrocheuses, déjà, que signifie Déméter? Déméter, c'est donc l'acronyme pour données et modèles sur les bâtiments tertiaires, connaître pour améliorer. Donc un acronyme assez simple à retenir au final. Et on voit tout de suite l'ambition du projet, c'est donc de s'attaquer au tertiaire, parce qu'effectivement, si aujourd'hui on fait un état des lieux sur le secteur tertiaire, on constate qu'il est bien moins connu que le résidentiel, par exemple. Mais pourtant, ça n'empêche pas qu'on ait des ambitions à l'échelle nationale pour ce secteur. Et si on en croit la stratégie nationale bas carbone, on vise une décarbonation quasi complète du secteur d'ici 2050. Et pour le même horizon, le décret éco-énergie tertiaire vise une réduction de la consommation d'énergie finale de 60%. Et donc, pour accompagner ces objectifs ambitieux, la simulation énergétique, c'est donc un outil indispensable, mais un outil qui va nécessiter des données. Et c'est là où le bât blesse, parce que je pense que comme dans beaucoup de domaines, c'est la donnée qui nous manque. Aujourd'hui, la principale source de données, c'est la base DPE tertiaire, je pense. En tout cas, j'ai eu l'occasion de travailler avec. Mais c'est une base qui, si les données sont renseignées, ne sont pas les plus fiables, et qui a quand même des grosses lacunes, parce qu'elle est principalement constituée de bureaux. Mais le tertiaire, ce n'est pas que des bureaux, en fait, c'est tout ce qui est non résidentiel et non industriel. Et en fait, c'est ce qui fait donc la richesse du tertiaire, c'est mais aussi sa complexité, c'est sa mosaïque de typologie, où en fait chaque typologie va avoir en fait un usage assez spécifique. On peut prendre en exemple les stades, qui vont avoir donc un éclairage dominant et donc un usage d'électricité prédominant par rapport aux autres vecteurs. Les piscines, où il faut prendre en compte le chauffage des bassins. Les aéroports, où il y a une partie logistique, mais il y a aussi pas mal de commerce à l'intérieur. Et enfin, différents musées qui ont en fait chacun leur propre architecture, et à modéliser, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, si on fait un peu un récapitulatif des verrous, on constate qu'il y a des données qui sont manquantes sur la quasi-totalité des typologies, et que la modélisation énergétique est aussi compliquée en fait pour la plupart des catégories. Et si on veut atteindre donc les objectifs précédemment mentionnés, il faut pouvoir répliquer la modélisation énergétique en fait à l'échelle nationale, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Et c'est dans ce sens que Déméter existe, c'est de faire le premier pas pour cet objectif, et donc en fait mieux connaître le secteur tertiaire. Et pour ça, Déméter réunit en son sein 6 acteurs, dont l'ADEME, qui va financer le projet et fournir des données à travers la plateforme Opérat.
Arcora, qui va être un expert des façades des bâtiments, donc tout ce qui va être coefficient de transmission thermique des parois opaques et des parois vitrées. Orange, qui de prime abord peut paraître comme un intrus dans ce consortium, mais en fait va fournir des données avec leur outil qui s'appelle Fluvision, qui est un outil d'analyse des flux de population à l'aide des données des téléphones mobiles. Donc, moi, je ne connaissais pas avant d'arriver sur ce projet, donc ça promet d'être super intéressant et de pouvoir bien simuler thermiquement les bâtiments en prenant en compte l'occupation. L'OID, l'Observatoire de l'immobilier durable, qui est donc un acteur majeur en fait, dans le secteur tertiaire et qui va pouvoir apporter des données grâce à leur réseau. Et on verra que leur réseau est assez important juste après. Et enfin, le CSTB qui va piloter ce projet et nous-mêmes qui allons apporter donc notre expertise sur la modélisation énergétique avec donc le logiciel qu'on a co-développé, nos deux entités, donc qui s'appelle Power10. Ensemble, on va donc s'attaquer à un verrou qui est donc le manque de données. Et donc, on peut se poser la question, comment on va obtenir cette donnée? Et c'est là que la première étape du projet Déméter intervient, qui est donc la plateforme de recrutement. Donc, imaginons, vous soyez un gestionnaire d'actifs, vous possédez donc différents bâtiments tertiaires, et pour respecter le décret tertiaire, vous souhaitez réduire les consommations de vos bâtiments. Vous entendez donc parler du projet Déméter ou Flash CFHF du 14 mai, et en septembre, vous allez vous enregistrer donc sur cette plateforme de recrutement avec donc tout ce qu'il faut, l'adresse email, l'identifiant SIRET et le code NAF2, cocher les différentes cases pour tout ce qui est RGPD, où il y a quand même une architecture assez solide pour la protection des données. Vous allez pouvoir donc importer vos bâtiments via la BDNB, qui est donc la base nationale des bâtiments, qui est développée par le CSTB. Et l'objectif de cette plateforme, c'est vraiment donc d'obtenir des données de consommation, bien sûr, mais aussi des données sur la matérialité du bâtiment, mais tout en rendant le processus le plus accessible possible. Parce qu'on a conscience que les personnes qui vont renseigner toutes ces informations ne sont pas forcément des experts en bâtiment. Et l'objectif, c'est pas de leur faire peur ou de les décourager. L'objectif, c'est vraiment qu'elles puissent le renseigner. On préfère avoir 1000 bâtiments, mais avec des données fiables et bien renseignées, que 10 000 bâtiments où on n'a que la consommation et au final, tout le reste, on n'est pas trop sûr ou c'est pas renseigné du tout. Donc, une fois voilà, qu'on importe les bâtiments, on va tomber sur la page où on a 8 onglets qui vont en fait définir un peu toutes les facettes du bâtiment. Et si on prend par exemple les murs, on ne va pas venir demander les coefficients de transmission thermique parce qu'on sait que faut s'y connaître un peu. On va vraiment juste demander quel est le matériau principal de ce mur et on va rester à la grande maille. Donc, c'est-à-dire, on va juste demander si c'est du bois, des briques ou du béton. Donc, vraiment, on va essayer voilà, de ne pas faire peur à la personne qui renseigne ces informations et pas de la décourager. Et cette philosophie, en fait, va s'appliquer en fait, aux 8 onglets que vous voyez sur cette présentation. Voilà, pour finir, Déméter, c'est donc un projet pour la transition écologique du parc tertiaire, en ayant donc une meilleure connaissance du parc, avec donc des données de consommation, bien sûr, mais aussi des données sur la matérialité. Et en fait, ces données vont nous permettre de faire des analyses et de la recherche. Et comme l'a dit Michel avant, on va pouvoir en fait typiquement faire plusieurs scénarios de rénovation pour chaque bâtiment et voir quel scénario est le plus optimal en prenant en compte les coûts d'investissement, mais aussi la performance énergétique, donc un peu le rendement du scénario. Donc ça, c'est quelque chose de concret qu'on sait déjà faire. Mais voilà, personnellement, on a aussi d'autres ambitions avec ces données. On souhaite quand même réussir à avoir une meilleure classification du tertiaire, parce qu'aujourd'hui, la classification du DPE, c'est pas la meilleure. Si vous la connaissez, vous voyez pourquoi. Et aussi dégager des grandes tendances pour faciliter la simulation à grande échelle. Donc, merci de m'avoir écouté. Si vous êtes intéressé par le projet Déméter, je vous prie de contacter Benoît Grosjean, qui est le chef de projet, ou même moi-même. Il y a mon adresse email qui est en première diapositive de la présentation. Et j'espère vous retrouver nombreux en septembre lors de l'enregistrement sur la plateforme. Voilà. Merci beaucoup, merci Michel de cette introduction, de cette présentation. Sans plus tarder, Mao, je vous passe la parole. Oui, merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez ma présentation? Est-ce que vous Super. m'entendez aussi? Oui. Génial. Pareil, merci beaucoup de nous inviter pour qu'on puisse parler de ce qu'on fait au quotidien et de nos solutions. Moi, j'aimerais vous parler de l'outil Urban Print, qui est un outil d'évaluation des impacts environnementaux des projets urbains.
C'est un outil qui part d'un constat simple, le fait que si on veut regarder à l'échelle quartier où se trouve le plus gros, des émissions, donc de l'impact des émissions carbone, par exemple. Donc quel est le principal contributeur carbone à l'échelle quartier? Si on se pose cette question, sur les 6 familles que je vous propose ci-dessous, donc il y a l'énergie, la consommation de chauffage et cetera, les matériaux, la gestion de l'eau, la gestion des déchets, la mobilité et le chantier, ça c'est les 6 grandes familles d'impact. La réponse à la question: «Quel est le principal contributeur?» en fait, elle est un peu piège, c'est forcément, ça dépend. À chaque quartier, ses propres enjeux. Vous voyez, par exemple, ici, à gauche, le premier, donc un quartier neuf parisien, très tertiaire, on va avoir une production, une consommation d'impact plutôt sur, les matériaux. En revanche, sur un quartier plutôt mixte avec de l'existant, avec des enveloppes très peu performantes, ça va plutôt être la consommation de chauffage due aux passoires énergétiques. Et en revanche, si on s'éloigne, des centres-villes et qu'on regarde, par exemple, donc les 2 derniers quartiers un quartier rural ou plutôt périurbain, c'est vraiment la voiture qui va dominer, donc c'est la mobilité. Donc tout ça pour vous expliquer que, à chaque territoire et à chaque quartier, ses propres enjeux et ses propres priorités, puisque justement, il faut savoir localiser l'impact pour pouvoir le réduire. Hem Et donc ce qui explique le besoin d'avoir une méthodologie, et une importance du calcul qui est adaptée à chaque quartier et contextualisée, pour prendre, justement en compte, les spécificités du territoire, ses enjeux, ses priorités et adapter justement l'éco-conception des quartiers, à chaque spécificité. Et donc, c'est de cette ambition-là et de ce constat-là qu'est née, la méthode quartier énergie carbone qui a été développée avec l'ADEME, qui est donc une méthode qui permet justement d'accompagner les acteurs pour, quantifier leurs impacts environnementaux à l'échelle d'un projet urbain. Donc que ce soit un projet, neuf, existant ou mixte, ça peut s'adapter. Et justement, l'outil Urban Print est donc l'application en forme de logiciel de cette méthodologie de calcul. Donc il n'y a pas besoin de suivre à la main, il suffit de rentrer les informations dans le logiciel. Et ce qui est vraiment intéressant avec, l'outil Urban Print, c'est qu'il permet justement cet accompagnement à n'importe quelle, phase de vie d'un projet. Donc soit très en amont d'un projet lorsqu'on a encore peu pris de décisions et qu'il reste encore plein de choses, à arbitrer. Là, l'outil peut servir d'aide à la décision, comme l'a dit Michel, et d'aide à la conception, pour les porteurs de projets, qu'ils soient, techniques ou non techniques. Ça peut aider à aiguiller les choix. Soit dans des phases plus abouties du projet pour justement valider certaines pratiques. Est-ce que c'est des bonnes pratiques? Est-ce que les choix qui ont été pris, permettent d'avoir une bonne performance? Donc là, l'outil vient servir de confirmation, de validation pour justement évaluer, le projet dans son ensemble. Et c'est vraiment ça le point fort de l'outil, c'est de présenter justement donc ces résultats d'impacts environnementaux sous forme donc de résultats, d'analyse cycle de vie. On parle en analyse cycle de vie, donc c'est-à-dire qu'on prend en compte toutes les phases de vie d'un projet urbain, de sa conception à son usage, à son démantèlement. Et justement avec ces résultats qui sont donc quantitatifs, qui suivent une méthodologie européenne, reconnue, on a donc, un socle, d'ordre de grandeur et de connaissances que l'on peut fournir aux acteurs du projet, aux porteurs du projet, pour que justement ces chiffres, ils servent de base de discussion, ils permettent justement un dialogue entre les parties prenantes, que les parties prenantes soient, sachantes sur les sujets carbone ou non. Ça permet justement de mettre à niveau tous ceux qui sont décisionnaires dans un projet et aiguiller au mieux les choix, dans leur projet, évaluent, mais aussi dans leurs pratiques et qu'ils systématisent dans des projets futurs, les bonnes pratiques, justement. Et justement, comment on va quantifier cet effort qui est fourni? On va comparer donc le projet qu'on essaye de modéliser, que vous voyez ici en haut à gauche en bleu. Donc c'est le projet à évaluer et on le compare à ce que nous on appelle le projet de référence, qui est donc le même contexte, avec le même lieu et la même programmation et donc le même plan masse, sauf que ce serait un projet qui n'aurait fourni aucun effort, donc qui serait dit business as usual, qui respecterait les minimums réglementaires, mais pas plus. Et c'est en comparant justement ces deux projets, donc la référence et le projet à évaluer, et en regardant le delta entre les deux, donc sur chaque famille d'impact, donc par exemple l'énergie, les produits de construction, l'eau, les déchets, la mobilité, le chantier. Et c'est vraiment en regardant la différence entre les 2 que l'on peut voir où est-ce qu'on a fourni un effort important. Donc par exemple ici en bas à droite, vous voyez que sur les systèmes énergétiques, le projet a fait un grand effort comparé à un cas vraiment, business as usual. Mais en revanche sur la mobilité, il reste, des choses à faire puisque pour l'instant on est très proche de la référence. Donc ça permet de savoir, ce qui a été déjà fourni comme effort et où est-ce qu'on pourrait encore, travailler. Et donc ça, c'est sous forme de 2 scores pour aider aussi. C'est le score énergie et le score carbone, qui permet justement de quantifier les émissions carbone pour le score carbone et la consommation des primaires non renouvelables, d'énergie primaire non renouvelable pour le score énergie. Donc c'est ces 2 scores qui permettent de voir à combien on a amélioré notre projet par rapport à un cas, sans effort. Et donc par exemple là, si le score carbone est de 24,5 ça veut dire qu'on a réduit et on a émis 24,5 de moins en termes de carbone comparé à un projet traditionnel ou dit classique ou de référence.
Ensuite, pour justement ce que je disais sur l'aiguillage dans les choix de décision, on peut venir comparer ce qu'on appelle des variantes, où on compose des cas de figure différents cas de figure du même projet, où on vient changer par exemple les produits de construction, les systèmes, l'eau, on vient paramétrer certains curseurs différemment pour voir comment ça va impacter justement les résultats environnementaux. Et donc, cette comparaison de différents scénarios et de différents cas de figure permet de voir justement, avec le prisme environnemental bien sûr, quel serait le meilleur choix ici. Donc, par exemple, ici, si on compare les scénarios A, B et C en bas à droite, vous voyez que c'est le scénario C qui émet le moins sur l'ensemble des contributeurs. Donc, ce serait le meilleur choix en termes environnementaux. Ensuite, il y a plein d'autres prismes à prendre en compte, l'arbitrage politique, économique, etc. Et pour finir, pour aller encore plus loin, l'outil propose de quantifier l'atteinte du potentiel. Donc, en situant le projet entre du coup la référence, entre guillemets le pire cas, et ce qu'on appelle le scénario optimal, qui est donc calculé par l'outil et qui est la combinaison des leviers qui permettrait d'obtenir le minimum en termes d'émissions carbone du projet. Et donc, en situant le projet entre la référence et ce scénario optimal, on peut voir donc les actions qu'on a déjà mobilisées pour améliorer cette empreinte carbone, mais aussi le chemin qu'il nous resterait à parcourir pour obtenir cet optimum. Et donc, qui sont les actions en rose ici à droite, les actions qui nous restent à mobiliser. Et donc ça permet de venir proposer aux porteurs de projets des leviers qu'ils n'auraient pas identifiés, de pouvoir aiguiller aussi la suite de l'étude. Est-ce que du coup, on va plutôt se concentrer sur les matériaux ou les déchets pour améliorer encore la performance environnementale du projet. Voilà, je finis avec toutes les sorties possibles de l'outil qui sont un peu beaucoup ici, mais juste pour vous dire qu'il existe plein de manières de quantifier la performance environnementale sous Urban Print. On peut regarder par exemple sous le prisme de la performance à l'habitat. Donc si on regarde l'empreinte carbone habitant, comme ça on peut voir si on se situe proche ou loin des objectifs donc, de 2050 en termes d'empreinte habitant qui sont de 2 tonnes de CO2 par an par habitant. Donc ça permet de se situer aussi temporellement par rapport aux ambitions nationales. Il y a bien sûr tous les indicateurs environnementaux de la norme européenne. Donc, il y en a 24. Donc, je vous ai surtout parlé de carbone, puisque c'est souvent ce qu'on propose, dont on parle en premier en environnement, mais il y a plein d'autres manières de quantifier notre impact sur l'environnement et sur la planète. Et ensuite, pour rentrer un peu plus dans des mécanismes de valorisation des projets les plus ambitieux et justement de féliciter les bonnes pratiques, l'outil propose aussi les indicateurs du label BBC à quartier, donc qui permet de voir comment on se situe par rapport à ce label. Est-ce qu'il est facile à atteindre? Est-ce qu'on a déjà atteint certains seuils? Donc ça peut permettre d'aiguiller justement la labellisation. Et pour finir sur ça, justement, donc je rappelle que Urban Print, c'est un outil donc on co-développe avec le CSTP, qui est un outil de recherche et de développement, donc il est en perpétuelle amélioration. Et justement pour ça, comme disait Michel, on se base beaucoup sur le terrain et les projets concrets pour s'améliorer. Et c'est pour ça qu'on fait très souvent des AMI, donc des appels à manifestation d'intérêt, donc qui sont des manières pour nous de sélectionner des projets candidats que du coup on va pouvoir accompagner dans une première étude environnementale en cofinancement R&D. Et que du coup, pour nous, enrichir notre retour d'expérience et améliorer les fonctionnalités du projet, vraiment en fonction de ce qui est le plus adapté pour les acteurs du terrain. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez encore candidater à certains AMI s'il y a des porteurs de projets parmi vous. Donc on en a un en partenariat avec l'UNAM et un en partenariat avec la Fédération des entreprises locales, donc EPL. Et justement, pour continuer sur cette systématisation de l'évaluation et de l'éco-conception, on propose aussi l'accompagnement pour la démarche écoquartier, où là, pareil, on va pouvoir profiter d'une étude qui est déjà financée par Efficacity et l'ADEME pour justement accompagner cette labellisation. Et on propose aussi des partenariats sur mesure avec des ambassadeurs, des aménageurs ambassadeurs pour permettre des partenariats de R&D pour justement vraiment pouvoir orienter vers les projets qui vous intéressent. Voilà, merci beaucoup. Moi, j'ai fini avec ma présentation. J'espère que ça a été. Beaucoup. Merci beaucoup, Mao, de cette présentation et des deux présentations. Et à Rémi également, qui était très clair. Il nous reste du temps pour une question. Est-ce que... Les présentations semblent avoir été tellement claires que... S'il n'y a pas de questions, je vais peut-être juste... Michel Salem-Sermanet, moi, c'était clair. Oui, peut-être un dernier mot, juste pour... vous m'entendez? Oui. Oui, alors juste pour finir sur Urban Print, je voulais juste mentionner que le 13 juin,
Donc, j'ai déjà parlé de cet événement organisé par l'ADEME, la DGLN et l'autorité environnementale, où on va non seulement lancer l'Observatoire national, mais aussi on va lancer une version pour collectivités et aménageurs, donc pour maître d'ouvrage, d'UrbanPrint. Parce que UrbanPrint, ça a été à la base développé pour être utilisé par un bureau d'études qui aide la collectivité ou l'aménageur à prendre les bonnes décisions. Mais au fil du temps, on s'est rendu compte que les collectivités et aménageurs voulaient elles-mêmes monter en compétence sur cette question du carbone et pouvoir dialoguer avec leur bureau d'études presque d'égal à égal, je dirais. Et donc, il y aura aussi une version dédiée aux maîtres d'ouvrage et nous encourageons évidemment tous les collectivités et aménageurs qui s'intéressent à ces enjeux de lutte contre le dérèglement climatique de pouvoir voilà, utiliser cette version pour aménageurs et collectivités. Et j'insiste sur la volonté du ministère de vraiment déployer à grande échelle cette méthode de référence, parce qu'il ne peut pas y avoir 50 façons de mesurer le carbone d'un projet d'aménagement. Donc, un peu comme pour le bâtiment, il y a une méthode de référence. Et donc, voilà, il y a un investissement financier important, vous l'avez noté, pour les écoquartiers, c'est gratuit, le bilan carbone est gratuit. Et pour beaucoup d'autres projets, c'est cofinancé à presque 50% dans le cadre d'AMI ou même dans le cadre de conventions ad hoc avec des collectivités ou des aménageurs qui seraient intéressés par expérimenter cette nouvelle approche qui, on l'espère, va se généraliser. Et comme on dit, plus aucun projet d'aménagement ne devrait être conçu sans prendre en compte le critère carbone selon la méthode de l'ADEME. Qui, je le rappelle, s'appelle la méthode quartier énergie carbone et l'observatoire s'appellera d'ailleurs l'observatoire quartier énergie carbone. Voilà. Merci beaucoup. Gwenaëlle Costa-Levaillant avait mis dans le flux de conversation l'ensemble des liens vers cette journée du 13 juin pour vous permettre de vous inscrire à cette journée. Une nouvelle fois, merci pour ces présentations qui étaient particulièrement claires et éclairantes. Et nous aurons le plaisir, donc vous aurez la possibilité de retrouver l'ensemble des informations qui ont été présentées ce matin sur le replay, à la fois sur la chaîne YouTube de l'association et également sur le site de l'association. Rémi, Mao, je mettrai également vos présentations PowerPoint transformées en PDF pour qu'elles soient accessibles, ainsi que vos coordonnées pour que les gens puissent vous contacter et donner suite à ces présentations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci. Stéphane et Merci pour votre Gwenaëlle. travail. À Merci. bientôt. Merci. Bonne journée. Merci. Journée. Merci, bonne journée.